On va l'entendre beaucoup le jingle aujourd'hui, hein. Euh, fracture. Fracture, mythe ou réalité. Est-ce qu'il y a des fractures au sein même de la jeunesse et puis est-ce qu'il y a tout simplement une fracture entre la jeunesse et le reste de la population? Pour répondre à cette question, nous sommes allés interviewer Frédéric Dabi, le directeur général de l'IFOP, qui n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, mais rassurez-vous, l'interview n'a pas été faite il y a très très longtemps, il y a à peine quelques jours. Je rappelle que, outre qu'il est directeur général de l'IFOP, Frédéric Dabi a coécrit avec Stuart Shaw un livre qui fourmille de data et qui s'appelle précisément La fracture. Je vous propose qu'on écoute Frédéric Dabi pendant une dizaine de minutes et on se retrouve juste après. Merci. Bonjour Frédéric Dabi. Merci d'être avec nous pour cette ref consacrée à la jeunesse. Vous êtes directeur général adjoint de l'IFOP. On est en train de se poser plein de questions aujourd'hui sur cette jeunesse. Ma première question, ce serait peut-être celle-ci. Qu'est-ce qui fait qu'on la sonde autant, cette jeunesse On a le sentiment qu'elle est ultra regardée par à la fois le monde professionnel et peut-être au-delà le monde adulte en général. Elle nous intrigue, elle nous inquiète. Je dirais que oui, effectivement, hein, Thierry, c'est le segment générationnel le plus regardé parce que la jeunesse, c'est le présent, c'est surtout l'avenir, c'est la projection du pays, c'est la génération anti-déclin, si je puis dire, par rapport aux autres, beaucoup plus inquiète sur l'avenir du pays. On la sonde aussi pourquoi, et c'était le cœur de mon livre La fracture, c'est qu'elle est assez insaisissable. D'une part, elle n'est pas un bloc monolithique. D'autre part, parce qu'on a du mal à la comprendre, on a du mal à la saisir, on a tendance à lui accoler des étiquettes, des épithètes, génération climat, génération Charlie, même si elle n'est pas du tout Charlie, génération Greta Thunberg, génération offensée, génération Covid, bien sûr, après la crise sanitaire. Et c'est le signe, hein, le fait de toujours lui accoler un adjectif, on ne fait pas ça pour les seniors, on ne fait pas ça pour d'autres catégories sociales ou générationnelles, c'est le signe de la difficulté à la saisir et à la comprendre, surtout que elle est parfois très en rupture avec les autres générations sur beaucoup de sujets, mais aussi, et c'est le cas par exemple pour la question du travail, elle est parfois assez avant-gardiste, c'est elle qui donne le là sur le travail ou sur le climat. Alors, on va revenir à la question du travail d'un point de vue purement méthodologique. Est-ce que quand on est à votre place et quand on sonde les jeunes, on est attrapé par la question de la catégorie socio-professionnelle? On aurait dit jadis les classes sociales. Autrement dit, est-ce qu'il existe, est-ce qu'on pense quelque chose en tant que jeune ou est-ce qu'elle est traversée par des antagonismes sociaux? Alors, c'est une question absolument fondamentale. Vous savez, je vais rentrer un peu dans la cuisine ou dans la méthodologie. Quand on fait une enquête d'opinion auprès des jeunes, on construit une mini-France de la jeunesse. En termes de sexe, en termes d'âge, hein, chez les jeunes, c'est souvent des 18-30 ans. Donc, d'un côté, il y a des primo-votants à l'élection présidentielle ou des 18-24, de l'autre des 25-30. Il y a également des catégories sociales, la région et la catégorie d'agglomération. Il n'y a pas que des jeunes urbains ou dans les métropoles, il y a des jeunes de la France périphérique ou des communes rurales. Je dirais que là où les clivages sont les plus forts au sein de la jeunesse, eh ben, c'est peut-être une surprise. Ce n'est absolument pas la catégorie sociale. Je dirais que c'est d'une part la génération au sein de la jeunesse. On ne se comporte pas de la même manière, on ne voit pas l'avenir de la même manière, peut-être avec par exemple plus d'inquiétude quand on est à 25-30 ans qu'un 18-24 ans. Mais je dirais aujourd'hui que le clivage, la fracture la plus forte, les différences de perception sont les plus intenses quand on regarde le genre, par exemple, sur la question des inégalités entre jeunes filles et jeunes hommes. On n'a pas tout à fait le même regard. On a une colère plus fortement exprimée, plus intense. On a un sentiment d'inégalité dans la société, par exemple, plus fort chez les femmes que chez les hommes, sachant que quand on combine les deux critères, les ruptures, les différences les plus importantes émanent du genre et de la génération, les jeunes hommes de 18-21 ans par rapport aux jeunes filles de 25 à 29 ans. Alors, vous évoquiez votre livre que je montre à nos spectateurs. Donc, le mot fracture est très fort, hein, et puis surtout quand on voit le sous-titre, hein, elle fait sécession. En quoi elle fait sécession? Alors justement, ce serait quoi? On imagine effectivement, vous évoquez le travail, le climat. Sur quelle thématique la jeunesse est le plus en rupture avec les générations qui précèdent, les X, et celles qui les ont à nouveau précédées?
Alors, vous avez raison, le terme est fort, mais ce qui m'a permis d'affirmer des fractures, c'est surtout la méthodologie dont on a parlé et le fait que j'ai comparé beaucoup de résultats d'enquête avec ce qu'on avait appelé les enquêtes nouvelle vague, initiées par François Giroud, les premières enquêtes de la jeunesse faites par l'IFOP pour l'Express dans les années 50, 60, 70, 80 et 90. Donc, on peut vraiment comparer les ruptures entre générations. Je dirais que la fracture est la plus forte sur les questions sociétales, sur les questions d'inégalité, sur les questions de discrimination, ou entre les jeunes et les moins jeunes d'un côté, et les jeunes des années 2020 par rapport aux jeunes des années 80, il y a des différences flagrantes. Un seul exemple, par exemple, au sein de la jeunesse, les jeunes des années 80 voyaient des inégalités, voulaient que la société soit plus égalitaire, mais ils croyaient aux politiques pour changer les choses. Ceux de 2020 sont presque une majorité à dire que les pouvoirs publics entretiennent, construisent ces inégalités, ces discriminations. Le terme racisme d'État, qui n'est pas un terme anodin, il est même très lourd, s'applique aux pouvoirs publics français actuels pour 4 jeunes sur 10. Voilà une fracture très importante. Et entre jeunes et moins jeunes, il y a par exemple, et c'était un des moteurs qui m'a conduit à écrire ce livre, après l'affaire Samuel Paty, après Charlie Hebdo, sur la question des caricatures, sur la question de la liberté d'expression, sur la question du blasphème ou de la laïcité, ce que proposent les jeunes, ce que pensent les jeunes et ce que pensent les générations futures, les plus de 40 ans, n'a absolument plus rien à voir. On est sur 2 mondes différents et de ce point de vue-là, la jeunesse fait bande à part par rapport au reste de la société. C'est peut-être ça qui est le plus frappant j'allais dire pour nous les seniors. Alors ça dépend à partir de quel âge on est considéré comme un senior. On dit souvent, pour le caricaturer, et je pense qu'on va y revenir tout à l'heure avec Mathias Vichra, que la jeunesse est en voie de wokisme, de wokisation. Est-ce que c'est un effet de loupe? Vous semblez dire, en disant qu'elle fait bande à part, qu'on est au-delà de l'effet de loupe. Oui, on n'est plus seulement sur l'effet de loupe. Je dirais que la jeunesse fait du wokisme sans le savoir. On avait fait des enquêtes pour l'Express récemment qui montraient que les jeunes ne maîtrisaient pas tous ces concepts, mais comme M. Jourdain qui faisait de la pro sans le savoir, beaucoup de jeunes font du wokisme sans le savoir. C'est-à-dire qu'ils épousent, plutôt ils sont en accord avec les piliers du wokisme, la défense des minorités et le fait que ces minorités sont ontologiquement, automatiquement, obligatoirement discriminées, et le sentiment que la société est, je dirais, structurellement injuste et inégalitaire, ce à la concept culture, ce qui pousse à une vision parfois racialiste, ce qui pousse à tourner le dos aux principes républicains, j'en parlais notamment au principe de la laïcité. Et au fait qu'on a dans notre enquête 30% de jeunes, même un petit tiers, qui considèrent, et le symbole est quand même très fort, 2 ans après son assassinat, que Samuel Paty a eu tort de montrer des dessins pour illustrer la liberté d'expression. C'est une minorité, 30 à 32%, mais dans une logique d'extrapolation, ça fait beaucoup, beaucoup de jeunes, et pas seulement du côté de Sciences Po, pas seulement du côté des catégories sociales supérieures. Partout, dans toute la jeunesse. Dans une partie importante. Là, c'est okay. Ça s'est diffusé. Alors, en revanche, il y a enfoui dans vos pages un chiffre qui nous a particulièrement frappé. Alors, je vais vous le citer. 60%, dites-vous, des 18-30 ans et même 65% sur la tranche 25-30 estiment que les chômeurs pourraient facilement trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, contre 53% dans le reste de la population. Votre commentaire juste derrière avec votre co-auteur Stuart Shaw, c'est que c'est un chiffre qui, en tout cas, a l'air de valider la fameuse phrase présidentielle consistant à dire qu'il n'y a qu'à traverser la rue pour trouver un job. Est-ce que ce n'est pas un chiffre qui est là totalement contre-intuitif? Alors, contre-intuitif, aujourd'hui, non. La question de l'assistanat, vous rappeliez cette question, les chômeurs pourraient trouver du travail s'ils le voulaient vraiment, est maintenant majoritaire dans toutes les catégories de population. C'était même quasiment 3/4 dans une enquête récente de l'IFOP, et ça touche toutes les catégories. Du côté des jeunes, c'est un contrepoint à la sacralisation de la valeur travail. Il y a tout un discours sur les jeunes qui ne veulent pas travailler, le droit à la paresse de Sandrine Rousseau, et ça, les données IFOP tordent le cou à cette vision-ci. Dans une enquête récente pour Marianne sur les jeunes et le travail, on voit que les jeunes préfèrent la phrase, par exemple, de Fabien Roussel sur la gauche du travail par rapport à la gauche de la paresse et le droit à la paresse de Sandrine Rousseau. Mais ce qui est vrai, c'est que du côté de la jeunesse, comme auprès de l'ensemble de la population, le travail a perdu sa centralité. D'un côté, les jeunes nous disent
pour réussir professionnellement, je dois réussir personnellement, c'est à 90%. On a posé cette question depuis les années 50, on n'a jamais eu un score aussi élevé. D'un côté, ils nous disent, j'ai beaucoup de choses à accomplir de mon travail. De l'autre, le travail n'est plus, je dirais, le prisme central. Il cohabite avec d'autres préoccupations du côté de la jeunesse. Et c'est vrai que ce rejet de l'assistanat du côté de la jeunesse comme du côté des autres générations, c'est en contrepoint une valorisation de cette valeur travail. Alors, dernière petite question, l'antagonisme entre l'enjeu culturel et l'enjeu démographique. On est dans une société française, comme d'ailleurs dans le reste de l'Occident, qui vieillit, avec un âge médian qui augmente. Les plus vieux, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit dans votre vocabulaire, en tout cas, les plus âgés, 65 ans et plus, vocabulaire. Sont plus engagés dans la vie de la cité. On parle moins des plus âgés que des plus jeunes. Est-ce qu'il y a de ce fait un antagonisme entre la dynamique culturelle qui est du côté des Y et des Z versus des boomers et autres qui font le cœur de la société et qui sont le cœur de la société, mais qui n'impulsent pas les grandes dynamiques culturelles? Alors, c'est peut-être une des surprises du livre. Je m'attendais à trouver des éléments qui attesteraient, qui donneraient du carburant à cette théorie des guerres entre les générations. Je n'ai quasiment rien trouvé. On se souvient de cette chanson des Restos du Cœur qui avait fait que Jean-Jacques Goldman était sorti de son silence. On voyait deux groupes, un groupe de jeunes, un groupe de moins jeunes. Les moins jeunes qui disent vous avez la vie facile, nous on a eu le chômage et le sida, et les plus jeunes qui disent vous nous détruisez la planète, vous êtes des égoïstes. Je l'ai très peu trouvé dans cette enquête. Bien sûr, il y a des points de vue différents. Bien sûr, et c'est un élément central auprès de ces deux catégories, jeunes et moins jeunes, les manières de s'informer, les vecteurs de socialisation ne sont plus du tout les mêmes. Ils ont complètement changé, et c'est là peut-être qu'il y a le risque le plus grand de fracture. Ça sera peut-être l'objet de d'autres travaux de ma part ou d'autres sociologues, mais c'est là qu'il y a vraiment un point de bascule qui est en train de se produire depuis maintenant quelques mois. On l'a vu à l'élection présidentielle. Maintenant, d'un côté, certes, on a une jeunesse dépolitisée, puisqu'on a vu à l'élection présidentielle que quasiment un gros tiers de la jeunesse des primo-votants n'a pas voté. Ça ne s'était jamais passé à un scrutin présidentiel, quand les plus âgés ont voté malgré tout assez massivement. Mais cette jeunesse n'est pas désengagée, et plus qu'être en guerre ou en rupture avec les générations qui sont plus âgées qu'elles, elles veulent évangéliser, elles veulent leur montrer, si je puis dire, le bon chemin, elles veulent leur apprendre, elles sont dans une logique de Bonaparte, je disais, au pont d'Arcole, notamment sur la question du climat, et force est de constater que quand on regarde les constats que font dans les sondages l'ensemble des Français, et quand on regarde les plus jeunes par rapport aux plus âgés, eh ben les clivages en termes de prise de conscience, les différences qu'on voyait par le passé se sont complètement atténuées. Donc moins qu'une fracture, qu'une jeunesse qui veut être diffusionniste sur les questions de climat, sur la question du travail et de la place du travail, notamment cette question centrale de la récompense du travail qui explique toutes les frustrations et tous les blocages actuels. Et force est de constater dans ce cadre-là que la jeunesse veut prendre toute sa part et n'est pas dans un îlot, même si on disait au début de notre échange, on a sur toute une série de sujets une jeunesse qui est seule à penser ce qu'elle pense. Donc on peut raccrocher les wagons pour terminer. On va dire qu'on peut encore le faire, mais la question de la socialisation, la question des réseaux sociaux, la question, vous avez vu l'enquête récemment de mes confrères via Voice pour le Haut Commissariat à l'égalité, on voit très bien qu'il y a la question des réseaux sociaux qui coupent de plus en plus les modes d'apprentissage, les modes d'éducation entre jeunes et moins jeunes. Très bien, merci beaucoup Frédéric Dabi. Donc on attend vos prochains travaux sur l'évolution de ces fractures. Merci encore. Merci à vous. Jeunesse diffusionniste, nous dit Frédéric Dabi. Alors on va continuer notre enquête au sein de cette jeunesse. On va se poser la question de savoir si quelle est cette génération Z et s'il y a à nouveau deux jeunesses entre la jeunesse de celui qui va commander, par exemple, du Deliveroo et la jeunesse de celui qui va apporter le Deliveroo au jeune cadre dynamique qui va le commander. Je vais accueillir pour cette nouvelle table ronde Anne Fleurgol, Laurent Champanet, Hippolyte Delbis et Louise Morel. On se retrouve dans quelques instants.